Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien Le Soir belge qui s'intéresse ce mardi encore à la crise catalane. Le quotidien nous apprend que le parti séparatiste du président catalan, destitué, a annoncé qu'il participerait aux élections régionales convoquées le 21 décembre par l'État espagnol qui a placé la Catalogne sous sa tutelle. Le Soir belge rappelle par ailleurs que le Parlement catalan a été dissous vendredi et que dans la foulée, Mariano Rajoy a convoqué de nouvelles élections anticipées le 21 décembre. Il s'agit du délai le plus court possible. En effet, la loi ordonne que des élections soient organisées au moins 54 jours après leur convocation. Madrid affirme qu'il fera un usage minimal de la mise sous tutelle, l'objectif principal étant de restaurer l'ordre constitutionnel dans cette région de la taille de la Belgique, mais qui dirige la Catalogne en attendant les nouvelles élections. Selon la loi, les fonctions du gouvernement catalan seront exercées par des organes créés à cette fin par le gouvernement national, mais en principe par des ministères nationaux, aussi longtemps que se prolongera cette situation exceptionnelle. C'est donc à Mariano Rajoy que reviennent les fonctions exercées jusque-là par le président catalan séparatiste. Et l'on enchaîne avec cet article sur les colonnes du quotidien Le Journal de Montréal. Ce dernier nous apprend que le procureur spécial enquêtant sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine a mis en accusation hier 3 membres de l'équipe de campagne de Donald Trump. Parmi ces personnes, son ex-directeur Paul Manafort et un conseiller ayant menti sur ses contacts avec Moscou. Le Journal de Montréal estime que ces premières poursuites pénales marquent une accélération dans ces investigations qui empoisonnent la présidence. En revanche, explique le quotidien, l'acte d'inculpation ne suggère pas de collusion entre l'équipe du candidat républicain et les autorités russes qui auraient pu fausser l'élection présidentielle de 2016. Réagissant sur les réseaux sociaux, le 45e président américain Donald Trump a affirmé en revanche que les faits reprochés aux personnes en question remontaient à des années et qu'il n'y a aucune collusion. Fin de citation. Et l'on enchaîne avec ce sujet à la une du quotidien français Le Monde. On y lit qu'au terme d'une concertation lancée pendant le mois de juillet avec les professionnels du secteur, le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal ont annoncé hier une réforme d'ampleur à l'entrée à l'université pour l'année prochaine, une orientation renforcée au lycée, des parcours personnalisés dans l'enseignement supérieur selon le profil du bachelier, des prérequis fixés dans chaque licence avec un cadrage national. Telles sont les différentes mesures qui devraient être mises en place dès cette année avec une nouvelle plateforme qui remplacera l'ancienne. Le quotidien Le Monde rapporte que l'objectif du gouvernement est de réduire les chèques en licence tout en mettant fin au tirage au sort, pratiqué jusqu'ici à l'entrée de certaines licences pour départager les candidats lorsque le nombre de places y était insuffisant. Par ailleurs, le gouvernement français va mettre fin au régime de sécurité sociale aux universités dès l'année prochaine. Les étudiants seront désormais inscrits au régime général. Et l'on referme cette revue de presse internationale avec cet article sur la rubrique culturelle du quotidien Le Temps Suisse, avec comme titre Yves Saint-Laurent, Marrakech, un musée en terre promise. La Villa Crété rappelle le journal la seconde maison du couturier français. La source de ses inspirations les plus exotiques, un musée consacré à son œuvre a vu le jour dans la ville. Le reportage du quotidien Le Temps Suisse fait voyager les lecteurs à Marrakech. Bien sûr, il y a l'odeur du vent chaud, la perpétuelle danse des cheveux, les pieds qui chauffent. À chaque coin de rue, des groupes d'hommes et de femmes impressionnants de densité, des groupes où se mêlent caftans roses, bleus, verts et violets, des groupes dessinés et peints qui n'était selon lui que l'improvisation de la vie et qui lui rappelait les croquis de Delacroix. C'était donc cela qu'il voyait, des couleurs, de la lumière, de l'intensité, du relief. C'est donc ici
ici à Marrakech que tout a commencé. C'est donc ici, dans cette ville qui était sa seconde maison, que le musée a été bâti. D'ailleurs, rappelle le quotidien, la princesse Lala Selma a présidé le 14 octobre la cérémonie d'inauguration de ce bel établissement, comportant notamment une partie de la collection de la Fondation Pierre Berger, Yves Saint Laurent. Bonne lecture.